Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui le 29 février, un jour symbolique et rare. Le dernier jour de février est dédié aux maladies rares et cette journée internationale des maladies rares est coordonnée par Eurordis, qui est une alliance non gouvernementale qui comprend plus de 1000 associations de malades à travers 74 pays à travers le monde. L'objectif de cette journée, c'est de donner plus de visibilité aux maladies rares, de sensibiliser bien sûr le grand public, également les pouvoirs publics, les chercheurs, les professionnels de santé, également les industriels aux difficultés que rencontrent les patients et leurs familles. Alors, les maladies rares, qu'est-ce qu'une maladie rare ? Eh bien, une maladie rare est définie lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000. Et en quelques chiffres, eh bien, on estime qu'on a environ 7000 maladies rares et qu'il y a, si on prend toutes les personnes qui sont porteuses d'une maladie rare en France, eh bien, ça constitue 3 millions de personnes, ce qui est un enjeu majeur de santé publique. Environ 80% d'entre elles sont d'origine génétique et encore 40% de ces maladies rares n'ont pas de diagnostic précis. Il y a des efforts qui sont faits en ce sens, qui ont été faits et qui sont poursuivis pour essayer de lutter contre l'impasse diagnostique. Alors ces maladies concernent surtout les enfants, pour la moitié d'entre elles, avec souvent un pronostic sévère et malheureusement peu de traitements spécifiques. On compte moins de 200 traitements spécifiques, même s'il y a des progrès. Et bien sûr, la prise en charge doit être multidisciplinaire. Depuis la création des filières de santé maladies rares, depuis 2015, la filière Handirare organise des actions pour cette journée. Donc après des villages maladies rares, des théâtres et ciné-débats, également une exposition de photos et des ateliers artistiques. Cette année, on propose d'aborder la question importante de l'annonce diagnostique d'une maladie génétique au travers de témoignages de famille. Et vous allez voir 4 vidéos que nous allons présenter au cours de cette web émission. Alors, tout d'abord, nous allons nous présenter. Je suis le professeur Sandra Mercier, je suis généticienne clinicienne au CHU de Nantes et je suis accompagnée aujourd'hui par Anne-Claire Leduc, Françoise Robert et Philippe Mayad, à qui je laisse la parole pour se présenter. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Anne-Claire Leduc, donc je suis présidente de l'association Un défi de taille, Association nationale des dysplasies spondylo-épimétaphysaires, donc il n'y a pas besoin de retenir effectivement le nom. Je suis formatrice de profession et donc patiente partenaire avec l'ensemble des professionnels avec lesquels nous travaillons et je suis aussi chargée de mission sur la plateforme d'expertise maladies rares Rare-Braise. Bonjour à tous, moi je suis Françoise Robert, psychologue clinicienne. Je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant dans un service de génétique aux Hospices civils de Lyon, dans un centre de référence labellisé sur les anomalies du développement. Et moi je suis Philippe Mayad, réalisateur et l'auteur des capsules qui vont nous servir un petit peu de support ce soir et dont on peut peut-être présenter l'origine et la genèse, Sandra, si tu es d'accord. Oui, très bien. Voilà. Donc l'aventure de ces capsules commence aux journées de formation patients partenaires formateurs qui ont eu lieu ici où Anne-Claire Degnaud est arrivée un jour en proposant une vidéo qu'elle avait fait avec sa fille Louison qui est âgée aujourd'hui de 9 ans. Et il se trouve que cette vidéo a rencontré tout de suite un vif succès, elle a recueilli beaucoup d'intérêt de la part de la filière et à l'initiative de Laurence Fèvre. Il a été proposé d'accompagner les associations en leur donnant plus de moyens pour témoigner sur l'annonce de diagnostic. Donc certaines mamans, comme Anne-Claire Degnaud que je viens de citer, Mélissa Cassard, ayant participé à la formation patient, partenaire, formateur, et d'autres déjà professionnalisés dans le domaine,
comme Anne-Claire Leduc qui est là et Elodie Bourdin, toutes se sont positionnées naturellement et très rapidement pour démarrer ce projet. Ensuite, les thèmes de toute la finalisation des contenus de chaque témoignage a été travaillé par Juliette Lacronique, chargée de mission, elle, de la filière Andirard et porteuse du projet. Elle est à l'Institut Imagine de l'hôpital Necker des enfants malades à Paris. On en profite, si vous êtes d'accord, pour saluer Juliette, à qui je propose qu'on dédie ces 4 regards de maman. Donc très vite, Juliette s'est emparée du projet et a entretenu une concertation très très étroite avec toutes ces mamans lors de visio à laquelle j'ai été amené à être associé assez rapidement pour des questions évidentes de réalisation. Donc Elodie, Anne-Claire Leduc, Anne-Claire Degnaud et Anne-Sophie Lefreux sont toutes des mamans qui sont membres ou présidentes ou salariées d'associations que l'on reconnaîtra tout au long des ouvertures de chacune des capsules qui vous seront présentées, tout étant labellisé Association Andirard. Voilà. Donc l'un des objectifs que l'on a retenu avec Juliette concernant ces projets, on peut les résumer en 3 points. Le premier, c'est donner de la matière sur le vécu expérientiel des patients et leurs familles afin que les annonces diagnostiques et les accompagnements médicaux soient le plus adaptés et le plus humains possible. Le deuxième point, c'est apporter au grand public l'expérience de ce vécu de l'annonce et de ses impacts, notamment les répercussions dans la vie quotidienne. Et enfin, troisième point, partager le contenu avec les autres personnes concernées, aider au plus près les familles à accepter l'inacceptable. Je vous propose de commencer par visionner 2 extraits des témoignages d'Anne-Sophie et d'Anne-Claire. Ces annonces font naître beaucoup d'émotions, des émotions multiples, de la colère, de l'infinie tristesse, de l'injustice, de la culpabilité. Et on partage tout ça avec l'entourage, avec la famille, avec les amis proches, puisque une grossesse, ça se partage, dans le bon comme dans le moins bon. On a besoin des autres pour tenir, on a besoin de parler. Et c'est ça qui permet d'avoir la force des autres pour soi-même tenir. Ce genre d'épreuve est vécu tellement différemment pour l'un que pour l'autre, ça relevait un peu du défi de rester soudés autour de ça. On a fait une thérapie tous les deux pour faciliter ce passage. Sur le moment, j'ai absolument pas du tout percuté qu'une nouvelle vie allait commencer. Je suis capable de dire aujourd'hui, plusieurs années après, que effectivement, à ce moment-là, une nouvelle vie a démarré. Ces mamans nous parlent très bien des émotions qui peuvent découler suite à l'annonce d'un diagnostic. On parle parfois d'ailleurs du choc de l'annonce. Ces annonces, elles peuvent être d'autant plus choquantes qu'on n'a pas été préparé à les entendre. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail de préparation dans les équipes aussi pour essayer d'expliquer un petit peu les examens génétiques qu'on va faire, puis le type de résultats qu'on pourrait potentiellement trouver. Et puis on voit aussi que c'est une épreuve individuelle, mais une épreuve aussi de couple. Chacun pouvant réagir différemment à cette annonce. C'est une épreuve aussi de famille, donc l'entourage, l'environnement est très important aussi suite à l'annonce. Ça peut aussi beaucoup aider. Je te passe peut-être la parole, Anne-Claire, pour commenter aussi. Bon, alors juste pour compléter, effectivement tu as raison Françoise, on est vraiment sur le choc de l'annonce, c'est-à-dire que effectivement la plupart du temps il est difficile pour les personnes de les décrire ou au contraire de garder des détails très précis en tête, particulièrement parce que ces annonces, on dit souvent qu'elles se vivent et c'est dans ce vécu-là que l'on constate qu'effectivement il peut y avoir des écarts très importants entre la perception de ce que les personnes reçoivent et ce que la personne en face avait l'intention de dire. Alors je rebondis sur ta remarque. C'est vrai quand on a le retour des patients, et en particulier, on en parlera probablement tout à l'heure, des patients partenaires avec lesquels on travaille, ce ressenti très bien exprimé dans la vidéo et puis comme vous le disiez, de percevoir à peu près 10% de ce qui va être
dit lors de la consultation de l'annonce. Et d'ailleurs, moi, ça m'arrive assez souvent de leur dire en consultation que c'est normal qu'ils ne retiennent pas tout. On sait qu'il y a cet état de sidération et qu'on reprendra les choses plus tard. Ils auront des questions aussi par la suite. Et également, je reprends sur la perception, comme on l'a vu dans la vidéo aussi, différente entre les membres du couple. Et ça, on le voit bien, nous, en tant que médecins, que les parents ne cheminent pas de la même façon et ils ne sont pas dans les mêmes attentes. Certains parents vont avoir envie d'avoir beaucoup d'informations tout de suite, et autant d'informations que ce que l'on en connaît. Et puis d'autres parents qui vont vouloir prendre un petit peu plus de temps dans ce qu'on va leur annoncer. Et alors c'est pas évident quand ce sont les deux parents qui n'ont pas les mêmes souhaits. Il faut essayer de répondre aux attentes des deux. Mais ça, c'est important de leur dire qu'ils sont pas seuls, que c'est souvent qu'on a ces situations et qu'on est là pour les accompagner. Et ces temporalités, elles sont individuelles et imprévisibles. Donc c'est aux professionnels en fait de s'adapter aux patients, aux parents, aux familles qu'on a en face de nous pour essayer d'être un petit peu dans la temporalité du patient. Sinon, de toute façon, nos messages, je pense, ne passent pas. C'est Anne-Sophie qui parlait de la culpabilité. Alors ça revient aussi beaucoup dans nos consultations. C'est une des spécificités, je dirais, des maladies génétiques quand elles sont héritées. Alors elles ne sont pas toutes héritées, mais lorsque c'est le cas, on a souvent de la part du parent qui est porteur de l'anomalie génétique, mais on retrouve aussi des grands-parents qui peuvent potentiellement être aussi porteurs de l'anomalie génétique, ce sentiment de culpabilité. Donc on peut les recevoir en consultation avec nos psychologues aussi pour échanger, parler de tout cela et les aider à mieux vivre cette annonce et à vivre avec. Si je peux me permettre de rebondir, il y a effectivement le sentiment de culpabilité lorsque l'un des parents est porteur ou de la génération d'avant. Et puis il y a aussi la notion de culpabilité de qu'est-ce que j'ai pu faire ou ne pas faire pendant la grossesse, par exemple, qui viendrait expliquer cette pathologie rare dont finalement on entend très peu parler. Oui, Philippe parlait d'inacceptable. C'est peut-être tellement difficile à entendre ce qu'on annonce dans ces moments-là, qu'on cherche une cause et qu'on cherche à mettre un peu de la rationalité dans ce qui se passe. Ça semble tellement un petit peu fou, quelque part, d'avoir la malchance d'être concerné par une maladie rare, que je crois que le besoin d'y être pour quelque chose est aussi très présent pour donner du sens à ce qui se passe. Donc il y a la culpabilité de ceux qui ont transmis des maladies héréditaires, effectivement, mais il y a aussi même la culpabilité qui se déploie chez ceux qui n'ont pas transmis, parce qu'on a aussi beaucoup d'anomalies du développement qui sont ce qu'on dit de novo, c'est-à-dire qui surviennent accidentellement. Et dans ces consultations-là aussi, du coup, les patients, les parents sont amenés à déployer des scénarios, comme tu dis Anne-Claire, beaucoup les mamans, qu'est-ce que j'ai pu faire pendant la grossesse ou qu'est-ce qui a pu se passer pendant l'accouchement, pour expliquer ce qui se passe. Ça montre à quel point c'est difficile d'entendre ce qu'on nous annonce finalement. Alors, comment bien annoncer ? D'abord, est-il possible de bien annoncer ou existe-t-il une ou des recettes pour bien annoncer un diagnostic ? C'est la question que, avec l'équipe audiovisuelle, on a posée à deux mamans, Élodie et Anne-Claire Leduc, ici, deux mamans au profil bien différent. Donc Élodie, elle était coordinatrice de l'association Rien qu'un chromosome en plus, qui a une contextualisation très particulière par rapport aux autres mamans, puisqu'elle a choisi, elle, d'adopter tout bébé, 3 enfants trisomie 21. Voilà, l'aîné ayant, Nathanaël ayant 15 ans aujourd'hui. Et puis, contrairement à Anne-Claire, qui elle est maman de 3 enfants, dont son petit Tao, 11 ans, que j'ai eu le plaisir de côtoyer avec beaucoup de plaisir, qui lui est né avec une dysplasie spondylo-épiphysaire congénitale. Et Anne-Claire, elle, entre autres de ses casquettes, est patiente partenaire formatrice et aussi présidente de l'association Un défi de taille, dont le libellé se suffit à lui-même pour illustrer son parcours et pour illustrer son vécu. De sa 35e semaine de grossesse jusqu'à l'acceptation de la pathologie de Tao à 3 ans et demi, ça fait un petit bout de chemin quand même. Et puis le fait de comprendre qu'une annonce se fait rarement en une seule fois. Donc là, on a 2 témoignages très complémentaires qui portent la réflexion bien au-delà des infos médicales délivrées aux familles.
On regarde. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne annonce diagnostique. L'important, c'est qu'elle soit accompagnée et accueillie pour être à l'écoute. L'annonce diagnostique, elle est traitée avant tout par le corps médical, parce que c'est là aujourd'hui que l'accueil se fait au niveau de l'annonce. C'est avant tout après un cariotype ou à la naissance de l'enfant. Les parents disent toujours au moment où ils apprennent l'annonce, on a eu l'impression d'avoir un ravin. On a eu l'impression d'être au bord d'un précipice et qu'on est sans voix et qu'on pleure et que c'est vraiment difficile. Il y a toujours ce fait de choc qui est vraiment là. On passe de l'émerveillement, de l'intensité d'un accouchement, de la rencontre avec son bébé, à effectivement une annonce qui pourrait laisser penser qu'il y aurait des difficultés. Si on est entouré et enveloppé par l'équipe présente sur le moment, c'est quand même plus fluide. Alors effectivement, comment bien annoncer? Je pense que c'est pas pour rien que nous sommes là aujourd'hui. Ça reste une des questions majeures. Il existe effectivement des guides de santé via la HAS sur comment on annonce, quelles sont les pratiques effectivement à la bonne conduite à tenir. Je retiendrai un mot important, même si dans les deux extraits, les choses sont essentielles, mais il y a un mot important qui a été cité, c'est la notion d'accompagnement. Comme on le disait tout à l'heure, entre ce que les patients vont recevoir et ce que le médecin peut avoir envie de délivrer, entre le fait qu'effectivement l'annonce nécessite du temps pour s'approprier ce qui vient de se passer. L'accompagnement, il est majeur dans l'annonce d'une pathologie, enfin en tout cas d'une maladie rare. Et c'est effectivement très important, essentiel même, d'être, en tout cas pour les familles, de se sentir associées à la démarche. On parle aujourd'hui de formulaires de consentement, etc. Et ça démontre bien l'intérêt que les familles soient le mieux informées possible pour pouvoir avancer sereinement dans leur parcours de soins. Alors dans l'idéal, mais je pense que Françoise en parlera beaucoup mieux que moi, c'est d'avoir dans les hôpitaux des consultations qui peuvent être proposées en binôme, donc avec une psychologue, pour vraiment permettre un accompagnement de ces familles. C'est vrai que dans les consultations génétiques, pour essayer d'annoncer au mieux, il faut avoir bien au préalable expliquer ce qu'on attend du résultat d'une étude génétique. Et nos consultations ont la particularité d'être particulièrement longues par rapport à d'autres spécialités. On a en moyenne des consultations en génétique clinique qui sont de 45 minutes, où à la première consultation, on va faire connaissance, on va reprendre tous les antécédents familiaux, établir un arbre généalogique, et puis les antécédents personnels, donc toute l'histoire de la maladie, examiner le patient et ensuite prescrire, le cas échéant, une étude génétique en vue d'établir le diagnostic. Et lors de cette consultation-là, il faut pouvoir bien expliquer les choses et également annoncer que quand même assez souvent, dans un certain nombre de cas, on ne va pas trouver la cause génétique, mais c'est pas pour ça que ce n'est pas génétique. Et puis, les conséquences d'avoir identifié un variant génétique. Souvent, les parents, les patients ont envie d'avoir un diagnostic pour connaître le pronostic précis pour leur enfant. Et souvent, l'étude génétique ne va pas pouvoir répondre à cette question. Donc finalement, la première consultation va permettre de préparer le terrain pour le jour où on va annoncer le diagnostic. Et ça dépend aussi si on a déjà une suspicion diagnostique ou pas. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, il y a dans certaines situations des parents qui arrivent en ayant déjà consulté. C'est pas toujours facile d'amener progressivement les choses pour qu'ils aient un cheminement
plus progressif. On essaye, comme on le disait juste avant, d'annoncer un diagnostic en présence d'une psychologue si on en a dans le service, ce qui va permettre d'accompagner. Et je reviens tout à fait avec ce que tu disais, finalement, il n'y a pas de mauvaise, de bonne façon d'annoncer, mais si l'intention est là de pouvoir aider la famille et de les prendre en charge, qu'ils ne se sentent pas tout seuls, je pense que c'est déjà dans les premières missions que l'on a, nous, en tant que médecins. Françoise, peut-être ? Oui, tout à fait. On a la chance en France d'avoir beaucoup de psychologues maintenant dans différents services hospitaliers et notamment dans tous les centres de référence maladies rares, parce qu'on a des moyens un petit peu financiers aussi pour cela, c'est une chance. Donc si le psychologue n'est pas là au moment de l'annonce diagnostique, au moins il peut être là dans le service et proposer peut-être des consultations aussi dans l'après-coup. On peut reprendre les choses, reprendre justement ce que les parents, les patients ont compris de ce qui a été dit. Et c'est là qu'on mesure aussi l'écart et qu'on peut revenir en parler avec le médecin. On peut aussi reprogrammer des consultations post-annonce pour reprendre un petit peu toutes ces choses-là. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de recette, il y a des guides de bonnes pratiques, mais il n'y a pas de recette standard pour faire des bonnes annonces, sinon ça se passerait toujours bien et ce serait facile. Je ne sais pas si je faisais un parallèle avec la couture, pour moi ce n'est pas du prêt-à-porter, une bonne annonce diagnostique, c'est du sur-mesure. Donc il faudrait, dans l'idéal, que le médecin annonceur il soit en capacité, au-delà de toutes les informations médicales qu'il a délivrées, et c'est déjà très complexe, avec souvent un vocabulaire très technique, il faudrait qu'il soit aussi dans une communication empathique, qu'il soit à l'écoute des questionnements que ça suscite. Cette maman, là, dans la vidéo, elle parle d'un ravin, d'un précipice, donc on voit un peu comment ça peut se dérober, comment ça peut être violent et important au niveau émotionnel, donc on puisse être capable aussi d'accueillir ça, d'entendre ces questionnements, ces inquiétudes. Et je pense que la qualité de ce moment relationnel, humain, est tout aussi important que la quantité des informations qu'on va délivrer. Et ça, les patients s'en rappellent. Les patients peuvent vous dire qu'ils ont entendu des choses peut-être désagréables, qu'il fallait dire, mais que le médecin était humain, qu'il a pris son temps. Et je crois que c'est ça dont ils vont aussi se rappeler et qui va faire que ça va donner une tonalité un petit peu plus positive à ce moment qui est forcément douloureux. Alors, une des questions dans l'annonce diagnostique, c'est aussi la temporalité de l'annonce. Et je vous propose de regarder l'extrait de la vidéo d'Anne-Claire, ici présente. Alors, l'annonce pendant une grossesse, c'est pas une annonce, c'est une succession d'annonces, tout simplement parce qu'il y a plusieurs étapes qui vont amener vers un diagnostic, et surtout que les diagnostics, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas forcément identiques entre un médecin et un parent. Alors, sur la temporalité de l'annonce et le fait d'avoir des annonces qui vont être aussi différentes en fonction du moment, du développement en fait, de la maladie. Dans notre expérience, on voit que c'est très différent d'annoncer un diagnostic. Lorsque la maladie est connue depuis longtemps, ça m'est arrivé de rendre un résultat à des patients qui attendaient leur diagnostic depuis 50 ans et en fait le gène venait d'être découvert depuis peu de temps. Donc, et c'était un véritable soulagement, ils ont pleuré de joie parce que ça expliquait tout ce qu'ils avaient pu vivre auparavant. Et au contraire, quand on a fait une annonce à un enfant jeune qui n'a pas encore tous les signes cliniques, toutes les complications de la pathologie, ou encore plus quand c'est en anténatal pendant la grossesse, eh bien là, les parents vont pas être préparés à cette annonce et d'être face à une pathologie potentiellement de pronostic sévère. Et là, c'est l'effondrement dont on parlait justement tout à l'heure. Mais évidemment, le vécu va être très différent et parfois savoir aussi attendre, en tout cas s'adapter aux patients que l'on a en face de nous pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en mesure d'entendre. Il n'y a pas le discours sera toujours sincère, il n'y a pas de choses qu'on va cacher, mais de s'adapter aussi à leurs questions et jusqu'où on va en fait dans les explications et qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui en mesure d'entendre. Et puis on y reviendra peut-être plus tard pour avoir
un peu plus de détails. Françoise, je te laisse compléter. Oui, c'est tout à fait juste ce que tu dis sur la temporalité. Une annonce tardive, pour moi, elle peut être très soulageante, effectivement. Elle vient donner du sens, elle vient expliquer finalement tout ce parcours de vie compliqué qu'on a eu. Donc elle apporte des réponses, enfin, pour des gens qui peuvent l'attendre depuis très longtemps. À l'inverse, une annonce qui est très précoce, et je pense que les plus précoces, c'est celles qui sont faites en anténatal. Je pense que c'est les plus violentes, parce que c'est là qu'on s'y attend le moins. Elles ont presque une valeur prédictive, c'est-à-dire qu'on ne voit rien, on ne sait pas encore ce qu'a son enfant, mais par contre, un échographe, un radiologue, un pédopsychiatre, un neurologue, je ne sais pas, va vous dire à un moment donné, là il y a un petit souci, enfin, c'est ce qu'on appelle des signes d'appel en médecine, hein, un signe d'appel échographique, radiographique. On va commencer à alerter, à semer des doutes. Et là, on va inquiéter les personnes qui ne voient pas pour l'instant où est le souci chez leur enfant. Donc bien sûr, là, c'est beaucoup plus violent. Et on parle souvent, nous, de processus d'annonce, hein, parce qu'il y a ce moment où on va donner le diagnostic génétique, mais ça arrive souvent après un cheminement qui parfois est très long, parfois des années. Et avant, il y a bien eu des signes d'appel, des signes d'alerte, un grand nombre de médecins ou de spécialistes qui ont été vus. Donc tout ça, c'est des espèces de micro-annonces, finalement. Le diagnostic génétique étant une annonce diagnostique, peut-être parmi d'autres, dans un parcours de soins, dans un parcours de vie, il me semble. Si je peux me permettre, je pense que j'irais même encore peut-être un peu plus loin, notamment quand on parle de processus d'annonce, on pourrait même aussi parler de l'annonce qui est nécessaire tout au long de sa vie. Je pense notamment aux enfants qui sont diagnostiqués très tôt, mais qui vont avoir besoin d'annonces régulières, hein, plus particulièrement parce que quand on grandit, on n'a plus les mêmes regards, les mêmes attentes, on vit des choses qui sont plus ou moins difficiles en fonction de la pathologie. Et effectivement, l'annonce se fait vraiment tout au long de la vie. Alors là, tu introduis une nouvelle question qui est à qui on annonce ? Parce que jusqu'à maintenant, on s'est dit comment on annonce, mais à qui on annonce ? Quand on a des tout petits bébés ou des tout petits enfants, en général, on annonce aux parents. Et se posera à un moment donné la question de se dire, mais qu'est-ce qu'on va dire à l'enfant ? Comment on va le dire ? Comment on explique à la fratrie ? Ça aussi, les psychologues sont beaucoup sollicités sur ces questions-là parce que les parents ont parfois du mal à trouver les mots pour expliquer. Donc c'est aussi une de nos missions assez importantes. Et on peut être amené à rencontrer la fratrie pour expliquer en termes... voilà, ça peut être parfois mieux que ce soit le médecin qui explique en plus de ce qui a déjà été discuté au sein de la famille pour expliquer pourquoi le frère ou la sœur a besoin d'une prise en charge plus intense et sollicite l'attention des parents. Et voilà, exactement. Nos psychologues sont aussi là en support pour la fratrie. Oui, ces consultations familiales, c'est un peu une des spécialités aussi de la génétique, des particularités de la génétique, de pouvoir faire des consultations familiales. On n'a pas parlé aussi peut-être d'un autre aspect qui est le vocabulaire utilisé, parce qu'il y a un vocabulaire tellement technique en génétique, c'est tellement complexe. Souvent, on n'annonce pas le nom d'une maladie. Les patients, ils s'attendent à avoir un nom, ils cherchent un nom pour leur maladie. Alors, on a vu, c'est des noms extrêmement complexes. Et puis maintenant, on a beaucoup de maladies qui n'ont plus de nom, juste le nom du gène sur lequel il y a l'anomalie. Donc, comment retenir ces noms compliqués ? Est-ce que ça nous donne vraiment une bonne réponse aussi ? Comment transmettre ce diagnostic au médecin traitant qui ne va pas connaître, bien sûr, aux grands-parents, aux apparentés, etc., qui vont trouver aussi ces noms très compliqués. Alors, soit on se réfugie derrière un vocabulaire technique, ça peut être aussi une façon d'annoncer sans trop d'émotion, ça peut être aussi un mécanisme de défense pour certains médecins, de se réfugier derrière la technique. Et bon, si on essaie d'expliquer un peu plus, comment on explique aussi, on parlait des enfants, comment on explique aussi à des enfants des choses aussi complexes, la génétique, les chromosomes, les gènes, c'est très compliqué. Donc on peut trouver des formules et des mots un petit peu plus simples. Il commence à y avoir aussi des petits kits un petit peu plus concrets pour expliquer la génétique qui sont en cours de développement. Donc on a des pistes là pour essayer d'améliorer aussi nos pratiques. Il y a une vidéo de la filière Andy Rare sur la génétique expliquée aux enfants qui peut être sympa à regarder et puis permettre alors aux enfants quand même d'un certain âge mais d'avoir une vision un petit peu plus concrète. Et puis on est là aussi nous en consultation pour pouvoir réexpliquer, comme tu le disais en fait, quand l'enfant grandit, on va aussi demander s'il y a des questions sur sa maladie et réexpliquer les choses. On fait souvent des schémas dans les consultations de génétique pour essayer de simplifier un petit peu les choses. Mais c'est vrai que ça reste assez complexe. Alors après, c'est vraiment essentiel en fait. Et tu vois, même si effectivement c'est complexe, ça reste essentiel pour le patient.
et pour sa famille, même si les parents peuvent être suffisamment au clair sur la pathologie, être en capacité de transmettre les informations à leur enfant, il est important aussi que le médecin se repositionne en tant que médecin et être vigilant sur le regard que l'enfant va pouvoir porter sur sa pathologie pour pouvoir mieux l'accepter et pour pouvoir mieux avancer. Et ça, c'est vrai que parfois, certains parents peuvent être démunis et le généticien, en tout cas le médecin référent, a vraiment une place clé dans cette étape qui va vraiment, par ailleurs, soutenir tout le parcours de soins qui va en découler. Parce que c'est vrai qu'une annonce qui est plutôt bien faite va permettre l'assimilation du parcours de soins et donc du parcours de vie, et donc va permettre aussi d'être facilitant pour le médecin référent, parce que finalement, une fois qu'on a intégré toutes ces notions, c'est plus facile. Je vous propose maintenant de regarder un extrait de la vidéo d'Anne-Claire qui se pose la question de la formation des médecins généticiens. Est-ce que cette professionnelle, elle a été formée dans le cadre de ses études? Est-ce que cette professionnelle, elle fait des annonces de ce type tous les jours? Est-ce qu'elle fait des annonces de ce type de manière régulière? Et si elle le fait, comment elle se protège? Comment elle rentre chez elle? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle n'est pas bien? Est-ce qu'à l'hôpital, il y a des psychologues? Est-ce qu'il y a des supervisions ou des analyses de pratique? Et c'est l'ensemble de ces choses qui m'ont fait me rendre compte que finalement, moi, le diagnostic, en tout cas l'annonce et la pathologie de mon fils, finalement, elle était là et que je vivais avec et que tout allait bien, qu'il n'y avait plus d'injustice, il n'y avait plus de tristesse, il n'y avait plus de peur, etc. Et que par contre, je me questionnais beaucoup sur les missions des médecins et sur les difficultés qu'ils pouvaient être amenés à rencontrer dans l'exercice de leur fonction. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on s'est posé la question du vécu émotionnel de l'annonce du point de vue des patients, des parents, des familles, mais on peut aussi se la poser du point de vue du médecin annonceur, parce que leur tâche est loin d'être facile. Qu'est-ce que ça leur fait vivre à eux, médecins annonceurs? Et moi, je constate que quand on regarde un petit peu les publications qui ont été faites dans la littérature, il y a beaucoup de choses sur l'annonce diagnostique, justement, du côté des patients. Il y a très, très peu d'études qui ont été faites sur les médecins annonceurs. Donc, il y en a quand même quelques-unes. Ce qu'on retient un petit peu, c'est qu'au moment de cette annonce, le médecin annonceur se sent assez seul. Il se sent même parfois en échec d'avoir annoncé des mauvaises nouvelles. Il a peur de faire du mal, en fait. Il a peur de faire du mal à la personne à qui il annonce ce qu'il a annoncé. Et puis, il redoute généralement une contagion émotionnelle. Donc, est-ce qu'on n'essaye pas de contenir un petit peu les émotions pour pas que tout le monde se mette à pleurer? Sinon, ça devient difficile un petit peu à gérer dans la consultation. Donc voilà, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à accueillir les émotions de l'autre sans se laisser submerger. Ça, c'est des choses aussi qu'on peut travailler en analyse de pratique. Effectivement, les psychologues ont bien l'habitude de travailler, eux, en analyse de pratique autour de leur métier. Les médecins, je pense un petit peu moins. C'est pas quelque chose qui est très naturel dans leur formation médicale, mais ça pourrait être effectivement des solutions pour permettre de reprendre un peu ces consultations difficiles, des lieux où on peut aussi déposer ce que ça fait vivre à soi, parce que même si on a l'habitude de le faire régulièrement, c'est pas pour ça que ça nous touche pas et que ça nous ébranle pas, j'imagine, Sandra. Alors après, voilà, c'est assez personnel et j'imagine que d'autres collègues réagissent peut-être différemment, mais c'est vrai que quand on a une annonce vraiment difficile à faire, et dans notre exercice, c'est régulièrement, on a l'avantage de travailler en équipe. Donc on peut aussi en parler avec les collègues si la situation est délicate, d'avoir leurs conseils. Moi, je sais que personnellement, je vais avoir reçu le résultat du patient et l'annonce ne va pas être dans la journée généralement, sauf si c'est de l'anténatal. Hein. C'est vrai que là, pour le coup, on a cette notion d'urgence. Mais sinon, on a au moins quelques jours ou semaines avant d'annoncer au patient lui-même. Et
Et c'est important d'avoir ce recul-là. C'est-à-dire que nous, on va avoir digéré un peu l'annonce, le fait parce que nous aussi, on ressent voilà, cette difficulté et d'apprendre cette mauvaise nouvelle, quelque part. Mais le fait d'avoir pris un peu de recul, nous, on va pouvoir, le jour de l'annonce, essayer d'être dans la bienveillance et de se dire en quoi je vais pouvoir les aider malgré tout, malgré cette nouvelle terrible pour eux. Je vais malgré tout les aider et avoir une attitude positive. Et tu parlais de tout le monde, voilà, on ne va pas tous s'effondrer parce qu'autrement, j'imagine que du point de vue des parents, des patients, il faut pouvoir compter sur le médecin et pas se sentir tout seul. Donc, c'est vrai qu'on a une habitude aussi. On n'est jamais indifférent quand on fait une annonce, mais avec l'expérience, on apprend également. Et puis on reparlera de la formation des professionnels après. Je pense qu'Anne-Claire, tu voulais rebondir sur ce sujet ? Alors oui, sur la formation des professionnels, effectivement. Alors c'était quelque chose quand même qui était peu ancré dans les études de médecine et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins dans la passivité derrière un PowerPoint à apprendre les bonnes techniques d'écoute empathique. Les consultations simulées se font de plus en plus grâce à la simulation en santé, donc avec une mise en direct, en se mettant acteur de sa formation, plus particulièrement sur ces thématiques d'annonce de diagnostic. Alors après, Sandra, tu en parleras bien mieux que moi, mais effectivement, ce sont vraiment des techniques pédagogiques qui sont essentielles pour pouvoir avancer, cheminer sur comment on peut essayer de travailler ensemble pour essayer de faire on ne va pas dire la meilleure annonce parce qu'on sait qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, de faire en sorte qu'elle ne soit pas mauvaise. Alors oui, effectivement, la simulation en santé, les consultations simulées font vraiment partie des pédagogies innovantes qui sont mises en avant avec la réforme des études médicales et puis aussi soutenues par la DGOS notamment. Et pour les internes de génétique médicale, eh bien, on a mis en place à la faculté de Nantes, mais pour l'ensemble des internes en France, des consultations simulées avec des comédiens professionnels pour vraiment travailler la relation médecin-patient et travailler ces annonces diagnostiques délicates. L'objectif, c'est que l'interne ne fasse pas une annonce très difficile pour la première fois chez le patient et qu'il puisse s'approprier la manière de mieux accompagner les patients et d'avoir une formation sur la communication médicale, ce qui était peut-être probablement pas assez développé dans le cursus des études médicales maintenant. Donc il y a des progrès en ce sens. Donc j'en profite du coup pour ajouter l'importance de travailler avec les patients partenaires, comme toi Anne-Claire, puisque dans le cadre des consultations simulées, on co-rédige les cas cliniques avec les associations de patients et surtout, des membres d'associations de patients sont présents lors des débriefings, ce qui permet d'avoir le ressenti des patients et que les internes puissent aussi échanger plus facilement et aller plus facilement vers les associations de patients dans leur exercice ultérieurement. Et ça, c'est vraiment très enrichissant. Il y a tu parlais de formation patient partenaire et de plus en plus on va essayer d'inclure les patients dans la formation initiale
pour les étudiants en médecine, premier ou deuxième cycle des études, et puis aussi pour les projets de recherche plus largement. Mais justement, je vous propose de regarder des extraits des témoignages d'Anne-Claire et Élodie sur leur expérience en tant que membres d'associations et patients partenaires. On a un vécu expérientiel qui doit pouvoir s'associer aux compétences techniques et académiques des professionnels, que ce soit les professionnels du soin, que ce soit les professionnels de l'éducation. C'est essentiel de se dire que on peut faire équipe pour améliorer et pour faire en sorte que nos enfants, qui deviendront un jour adultes, vivent la vie en société comme tous les autres. Le plus gros travail aujourd'hui, il est pour nous d'être à l'écoute, d'être dans la bienveillance. L'environnement va aider aussi à se poser, à pleurer, à échanger, à verbaliser, à pouvoir mettre les mots. Donc c'est ça qui est vraiment important pour nous. Et puis il va permettre aussi de conclure une première rencontre où derrière nous on ne les rappellera jamais. C'est à eux de pouvoir reprendre contact avec nous. Ce qui fait qu'on laisse aussi cette liberté de choix en donnant les possibilités de contact. Un parent va pouvoir appeler le service du conseil départemental pour l'adoption, pas parce qu'il a envie, parce qu'il veut comprendre ce que ça peut être. Il va pouvoir appeler nos 2 services avec qui on travaille sur l'avortement, parce qu'on travaille avec eux, et c'est pas parce qu'ils prennent rendez-vous qu'ils doivent aller jusqu'à l'avortement. Et ils peuvent prendre contact aussi avec des familles aujourd'hui. Alors tu le disais déjà tout à l'heure, Sandra, quand tu parlais effectivement de la formation. Et là, ça a été très bien dit par Anne-Claire sur le vécu expérientiel. C'est vraiment essentiel de pouvoir travailler ensemble pour pouvoir avancer à la fois, comme tu le disais tout à l'heure, dans la formation et de pouvoir toujours co-construire. Dans le cadre associatif, on est souvent les interlocuteurs privilégiés après vous, bien sûr. Et les premiers contacts que nous avons avec les personnes qui contactent une association, c'est, allez, je vais dire à 90%, suite à une annonce de diagnostic. Et donc effectivement, on se retrouve dans une position où on va devoir accompagner la famille, l'écouter, avec une écoute empathique là aussi, pour pouvoir l'aider à cheminer et à accompagner, à répondre aux questions en attendant qu'il y ait d'autres consultations qui vont pouvoir permettre à la famille d'être guidée dans son parcours de vie et de soins. Donc il est vraiment essentiel, effectivement, mais c'est le cas aujourd'hui et ça fait déjà de nombreuses années que le corps médical et les associations fonctionnent ensemble, mais c'est vraiment essentiel que ça perdure parce qu'effectivement, l'un sans l'autre, pour les familles, en tout cas, ce serait difficile. Alors oui, en consultation, lorsqu'on fait une annonce diagnostique, on renvoie systématiquement vers une association de patients si elle existe. Également l'Alliance Maladies Rares qui regroupe plus de 200 associations de patients atteints de maladies rares en France. Et puis également, si la pathologie est rare, il n'y a pas eu encore d'associations qui ont été fondées, eh bien, le forum Maladies Rares sur le site Maladies Rares Info Service, où ça peut être plus facile pour les parents d'échanger. Il y a aussi d'autres groupes sur des réseaux sociaux qui peuvent permettre aux patients d'échanger entre eux. Mais c'est quelque chose qu'on conseille. Après, libre à chacun de faire ce qu'il souhaitera. Mais on sait que les associations peuvent être d'un bon soutien. Et dans mon expérience, les patients qui se tournent vers les associations, c'est pour essayer de trouver des pairs, PAIR, des semblables. Parce que lorsqu'on annonce une maladie rare, surtout avec les progrès de la médecine génomique maintenant, on l'a dit, on pose de plus en plus de diagnostics, mais de plus en plus de diagnostics aussi rares, qu'on qualifie même parfois d'ultra rares. Des fois, il y a quelques patients dans le monde qui ont le même diagnostic que celui qu'on vient d'annoncer. Parfois même, il n'y en a pas. C'est une première. Donc ces patients-là, ils ressortent très ébranlés aussi de cette extrême rareté. Ils se sentent un peu seuls au monde. Ils nous disent, mais est-ce que vous connaissez d'autres patients comme moi? Est-ce qu'il existe d'autres personnes comme moi? Et de pouvoir se tourner, alors s'il n'y a pas d'association, oui, des forums, ou enfin d'essayer de trouver des personnes qui pourraient un tout petit peu partager ce qu'on vient de vivre. Je crois que c'est très très important aussi dans cet accompagnement psychologique et émotionnel de l'annonce.
comme tu le disais, Françoise, on n'a pas abordé, parce que ce n'était pas le sujet aujourd'hui, mais il y a de grands progrès technologiques en termes de séquençage à très haut débit, avec maintenant l'accessibilité à des séquençages de génome, c'est-à-dire le séquençage de la totalité de l'ADN, ce qui nous permet, comme tu disais, de porter des diagnostics dans des familles où on n'aurait jamais pu porter le diagnostic par les méthodes de séquençage plus classiques qu'on avait avant. On l'a vu, il y a des progrès pour essayer de porter les diagnostics, des progrès aussi dans l'annonce diagnostique par les professionnels. Et puis, bien sûr, l'étape d'après, quand on a établi un diagnostic, et la question des patients, c'est est-ce qu'il y a un traitement ? Alors, le traitement, on l'a dit en préambule, il y a peu de maladies génétiques pour lesquelles on a un traitement spécifique, mais la recherche avance et d'établir le diagnostic, eh bien, c'est la première étape pour comprendre la physiopathologie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui dysfonctionne, et essayer de trouver un traitement qui permettrait de freiner la maladie ou au mieux de la guérir. Donc il y a des espoirs en ce sens, et quand un traitement est disponible, c'est vrai que l'annonce diagnostique aussi va changer, hein, et va permettre un peu plus d'espoir. Je vous propose de conclure un dernier message. Alors peut-être en dernier message, oui, de rappeler peut-être l'importance du rôle des associations dans le fait de porter la voix des personnes malades et effectivement d'être aussi des acteurs clés dans la recherche, parce qu'on parle de plus en plus de recherche participative et c'est vraiment le cas. Donc je pense que, oui, en petit mot de la fin, je pense que j'aurais envie de dire que c'est important de laisser une place importante, en tout cas de conserver la place importante des associations. Moi, pour conclure, je dirais que l'annonce diagnostique est un moment important dans un parcours de soins, un parcours de vie, mais que ce n'est pas un pronostic de vie. Si la cause de la maladie génétique, elle est constitutionnelle, elle est très souvent irréversible, très souvent incurable, malheureusement, mais la personne, le sujet, lui, reste toujours en devenir, quoi qu'on lui ait annoncé. Donc dans tous les cas, il faut garder ça présent à l'esprit, qu'on soit du côté des médecins annonceurs, des soignants ou du côté de la famille. Et se dire que cette incertitude pronostique qui est un peu déstabilisante, parce que parfois les parents aimeraient qu'on puisse les rassurer, votre enfant il fera ceci ou il fera pas cela, ils aimeraient qu'on donne un peu des repères. Cette incertitude pronostique, parce qu'il y a aussi une variabilité d'expression du variant génétique qu'on a pu retrouver, hein, ça ne va pas s'exprimer de la même manière chez toutes les personnes, cette incertitude pronostique, elle est aussi source d'espoir. Voilà, donc moi j'ai envie de finir sur une note positive et d'espoir, malgré toutes les difficultés qu'on a pu citer au cours de ce parcours de l'annonce diagnostique. Eh ben moi, dans ma position de réalisateur, je vais m'autoriser à emprunter la parole d'Élodie Bourdin qui nous a dit très très fort que l'annonce est et restera un vrai coup de boomerang que l'on reçoit, que l'on partage ou que l'on transmet. Et un coup de boomerang derrière lequel chaque contexte est différent et où le ressenti est tout à fait personnel. L'enjeu pour nous les capteurs d'images, aura été de solliciter, de convaincre, j'avoue ne pas avoir toujours réussi, et de restituer sans tricherie ces parcours de vie, des parcours de vie uniques, avec tout ce qui ressort de l'intime, qui ne se mesure pas, qui ne se chiffre pas et ne peut jamais rentrer dans une case, une sorte d'impalpable, mais qui se vit pourtant. Dans cette aventure audiovisuelle, toute l'équipe de réalisation, en fait, nous ne sommes que des passeurs. Nous sommes des passeurs chargés de propager une vérité qui ne nous appartient pas. Cette vérité inviolable, c'est celle de ces mamans qui ont su nous accorder leur confiance et qui se sont livrées pour offrir des expérientiels riches et authentiques. Enfin, même si les réponses du comment bien annoncer restent multiples et très complexes, je ne peux m'empêcher de refaire les lectures de ces enfants que nous avons rencontrés tout au cours des tournages, avec leurs différences. Avec leurs différences, ils nous contraignent à porter un regard différent sur le monde qui est le nôtre, comme ils sont capables aussi d'amener un plus, un quelque chose de positif au sein des familles, où l'amour,
pourrait être le premier acte de résistance contre la férocité de ce monde. Et c'est peut-être là, à mon niveau de réalisateur, c'est peut-être là une des réponses à mes questionnements. Voilà, donc en attendant, ces témoignages sont lisibles dans leur intégralité sur la chaîne YouTube d'Andy Rand, et je vous invite bien sûr à les consulter et à en user. Voilà. Pour finir, je tenais à vous remercier tous les trois, Anne-Claire, Françoise et Philippe, pour votre participation et pour avoir échangé aujourd'hui ensemble. Et puis, au nom de la filière Andy Rard, remercier bien évidemment les 4 mamans qui ont accepté de témoigner. Anne-Claire et Élodie de l'association Rien qu'un chromosome en plus, Anne-Sophie de l'association Syndrome de Cloves, et puis Anne-Claire ici présente de l'association Un défi de taille. Et nous remercions également l'équipe Web TV d'AgroSup qui nous a permis de réaliser cette web émission et qui nous a mis à disposition ce studio. Et comme le disait Philippe, n'hésitez pas à diffuser les capsules vidéo, à les regarder, à les diffuser, et puis à diffuser aussi la web émission. Et on se donne rendez-vous le 28 février 2025 pour une autre action de la filière Andy Rard. Merci à tous.